Donc, sans trop, voilà, sans plus attendre, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vais donner la parole à Salah Amouri qui va vous introduire donc, cette première partie pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci Rima, merci les Français Insoumises encore une fois pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, la question du contexte historique de la question palestinienne, c'est pas une question facile à en parler. Mais moi, je pense que il faut revenir vraiment en arrière pour vraiment comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que on entend beaucoup parler dans les médias, par les politiciens et partout, oui, la Palestine occupée depuis les Palestiniens, des fois occupée depuis 1967, les droits des Palestiniens dans les territoires de 1967, comme s'il n'y a rien qui s'est passé avant. Comme si en 1967, l'histoire de l'occupation a commencé. Non, mais ça, c'est pas du tout la vérité. Et c'est même pas en 1948 non plus. La Palestine, qui est géographiquement l'endroit stratégique pour les forces coloniales, historiquement, vu qu'elle est entre l'Asie, l'Afrique, qui a une donnée sur la terre méditerranéenne, sur la mer Rouge, elle était historiquement le cible de tous les occupants qu'ils ont passé dans l'histoire de la Palestine. Et ces dernières, on va dire, 100 ans, après la montée ici en Europe des forces dans les années 20, même avant, il y avait la promise de Belfour de 1917, où le ministre des Affaires étrangères britannique a promis aux Juifs de leur offrir un pays, et c'était la Palestine. Ça, c'était dans le contexte colonial de la Grande-Bretagne à l'époque. Bon, ça montre des idées de congrès de Basel que Herzl il a déclaré le mouvement sioniste 200 ans avant. Mais ça vient dans ce contexte où, à l'époque, les Français et la Grande-Bretagne, ils ont partagé le monde arabe en 1918. C'est là où le moment du partage du monde arabe, où la Palestine, elle était sous le mandat britannique, le Liban, il était sous le mandat français avec la Syrie, et les Britanniques, ils étaient en Palestine, en Jordanie et en Irak. Bon, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est là où vraiment il faut comprendre que voilà, il y avait ce massacre qui était commis par les Européens ici en Europe contre les Juifs. Vu le contexte que la culpabilité aussi européenne de ce qui s'est passé ici en France et ailleurs, dans le long terme de cette idée coloniale, il y avait besoin, après la Deuxième Guerre mondiale, de réinstaller la région de nouveau, de recontrôler le monde de nouveau. Et bien sûr, la Palestine, dans ce contexte et sa place géographique, stratégique, il fallait installer un État qui est lié aux forces occidentales, qui est lié aux nouveaux forces occidentales américaines, l'Union soviétique avec l'Europe. Il fallait installer un truc pour contrôler la région. Et c'est tombé en Palestine à cause de sa place. Et bon, il y a tous les mensonges de l'histoire. On ne va pas revenir là-dessus. Les forces coloniales, et jusqu'à aujourd'hui, ils savent bien que la fragmentation du monde arabe, c'est par l'installation de l'État d'Israël. Aujourd'hui,
Et on voit les conséquences aujourd'hui, 100 ans après. Quand on va revenir pour parler des accords d'Abraham et accompagner, on revient vers le contexte que voilà, le projet colonial, il est là, installé, il fait partie des intérêts des forces occidentales pour contrôler la région. Tout n'a pas commencé en 1967 et ni 1948, c'est évidemment 100 ans avant, dans la perspective, dans les plans des dirigeants de la colonisation occidentale à l'époque. 1948, la première Nakba du peuple palestinien, où 800 000 Palestiniens, ils étaient déracinés, envoyés ailleurs, soit dans les camps de réfugiés autour de la Palestine, soit en Cisjordanie. 500 villages enlevés, détruits, déracinés, détruits pour vraiment faire disparaître. L'idée, c'était de faire disparaître le maximum de l'histoire de ce peuple. 500 villages détruits totalement. Bon, la Nakba, elle se passe. Après, tu as l'arrivée, tu as la guerre de 56, après l'arrivée du pouvoir des nationalistes de Abdel Nasser en Égypte, et après avoir mis la main sur le canal de Suez. Et la deuxième partie, c'est 67. 67, Israël décide, bien sûr, avec la décision des forces occidentales, d'élargir son occupation et aller au-delà de ce qui s'est passé en 1948. Elle occupe la Cisjordanie, une partie du Golan, une partie de la Syrie qui est les Golan occupés aujourd'hui, le Sinaï, le désert du Sinaï égyptien et quelques villes dans le sud de Liban pour voilà, créer l'État d'Israël. Si on voit ce contexte-là, pour moi, personnellement, moi je le vois dans ce contexte-là. Je ne le vois pas que voilà, il y a deux États qui sont en train de se battre aujourd'hui. Il y a des frontières, il y a deux peuples, deux États qui sont en train de se battre, comme ils essayent de nous le montrer dans les médias et surtout dans les médias occidentaux. Non, le contexte de cette colonisation qui est avant 1948 jusqu'à aujourd'hui, c'est la disparition du peuple palestinien. Elle est dans ce contexte-là. C'est comment faire disparaître un peuple entier. Je ne veux pas retourner sur toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70, la montée de l'OLP et toutes ces questions-là. Et moi, je pense qu'il y a un autre moment historique pour le peuple palestinien, c'était le processus de paix d'Oslo 1995. Malheureusement, moi, en tant que Palestinien, je pense que les accords de paix d'Oslo, c'était la plus grosse connerie politique que les Palestiniens ils ont fait dans leurs propres mains. Parce qu'on est allé dans des négociations où on était faible, le rapport de force il n'était pas à nos côtés. Il y avait un changement du climat politique mondial. Et Oslo, c'était une piège dans laquelle les Palestiniens ils sont tombés et on paye le prix jusqu'à aujourd'hui à cause de ce processus de paix. Parce que dans ce processus de paix, nous, on a oublié la question de la fragmentation. Je reviens toujours sur la question dont on a parlé, c'est la question de fragmentation. On commence par 48-67. OK. On arrive à l'accord d'Oslo. L'accord d'Oslo n'a pas réglé aucune question clé pour les 5 questions clés, on va dire, pour les Palestiniens. Ni l'eau, ni frontières, ni prisonniers, ni autodétermination. Et surtout, elle n'a pas parlé du droit du retour du peuple palestinien, que ça, c'est un droit. Tous les réfugiés des Palestiniens ont le droit de retourner chez eux. Oslo n'a réglé aucun de ces questions clés. C'est à ce moment-là où il y avait les plans. Bien sûr que les Américains et les Israéliens et les Européens derrière, ils ont bien planifié leur coup. Et là, tu vois comment cette politique de couper le peuple palestinien en tranches, elle s'est appliquée. À la place, après Oslo, à la place de parler d'un seul peuple palestinien, pratiquement, on parlait de 5 peuples palestiniens. Un peuple en Cisjordanie qui est entouré, enfermé, un peuple à Gaza qui est enfermé,
Jérusalem, elle est isolée toute seule. Les Palestiniens de 1948 qui sont isolés toute seuls. Et les réfugiés à l'extérieur, on n'en parle même pas. On est devenus 5 peuples. Et quand tu lis l'histoire des autres, les autres colons dans d'autres pays du monde, tu sais que la fragmentation de ce peuple, à long terme, Gaza, elle va développer sa culture toute seule 30 ans après. La Cisjordanie, la même chose. Jérusalem, la même chose. Les Palestiniens de 48, les réfugiés, ça veut dire que tout morceau de ce peuple, il est en train de se développer loin de l'unité de l'idée, de l'identité collective du peuple palestinien. C'est vrai que cette fragmentation, elle vise surtout l'identité palestinienne. Les Israéliens, ils veulent finir avec la question de l'identité du peuple palestinien, que voilà, ce peuple existe. Et ça, c'est aussi la dangerosité de cette fragmentation. Oslo, il nous a coupés en morceaux et on n'a rien eu. On n'a rien eu politiquement dans le terme politique, on n'a rien gagné. On a une autorité palestinienne qui est installée, affaiblie, jusqu'à l'assassinat d'Arafat et à compagnie. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat politique? En tant qu'on gagne, on n'a rien gagné. On a gagné que la colonisation, en 1994, il y avait 100 000 colons. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons en Cisjordanie. Quand on parle de Jérusalem, aucun droit à Jérusalem était réglé pour les Palestiniens. Et aussi, un moment aussi très important, moi je pense qu'il faut en parler pour l'histoire du peuple palestinien, c'est le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est en 2011, quand le printemps arabe a commencé, une révolte populaire contre toutes les dictatures dans la région. Les Américains, les Européens et bien sûr les Israéliens avec, ils ont vite compris que ce mouvement il doit être contrôlé. C'est inacceptable que le peuple arabe se révolte contre les dictateurs que eux ils les ont installés. Ils n'étaient jamais les choix des peuples. Cette révolution, elle était récupérée malheureusement par les forces occidentales. Et là, les Américains, ils ont décidé de recontrôler la région de nouveau, de réinstaller des nouveaux dictatures. Les pays où ça n'a pas marché sont détruits aujourd'hui. Quand on parle de la Syrie est détruite, le Yémen est détruit, la Libye est détruite. Et là où ça a fonctionné, tu as le dictateur Sisi qui bloque et qui détruit son peuple. La Jordanie, le même système. L'Arabie Saoudite et accompagné les Émirats unis, c'est exactement ce qu'ils veulent, les gens que les États-Unis veulent. Ce printemps arabe, à la place de que ça soit un changement pour les peuples, un espoir pour la démocratie, malheureusement, après les interventions américaines, européennes et israéliennes, aujourd'hui, cette révolution qui a conduit à sa contre-volonté d'avoir ces gens, ces dictatures, les Américains, ils ont décidé que voilà, il faut rendre Israël un État normal dans la région sans donner le droit au peuple palestinien, sans rendre aucun droit aux Palestiniens. On arrive aux accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, ces accords avec les États qui étaient dedans, les Émirats unis, le Bahreïn et la compagnie, où ils ont reconnu l'État d'Israël. Il y avait l'accord avec le Maghreb qui était signé pour la reconnaissance. Mais je pense que quand on voit aujourd'hui l'image dans la région, moi je pense que ce jour-là, malgré tout ce qu'on voit, l'image qu'elle est sombre aujourd'hui à cause de ce génocide en cours, malgré tous les dictatures qui sont autour de la Palestine, mais moi je pense qu'il y a un truc qui a commencé à bouger quand même. Aujourd'hui, les Américains, ils ne contrôlent plus la région comme ils ont voulu que ça soit stable et que ça soit contrôlé, qu'Israël soit l'État normal dans la région, que son base armée
avancées pour les forces occidentales et les Américains soient calmes, comme s'il n'y avait pas un peuple qui était sous occupation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut repartir de cette histoire de la colonisation historique du peuple palestinien. Et ce n'est pas caché qu'aujourd'hui, des historiens juifs comme Ilan Pappé et d'autres, aujourd'hui, qui parlent clairement de la question de la décolonisation de la Palestine. Et il faut le dire aussi que nous, notre combat n'est pas contre les juifs. Notre combat n'est pas un combat religieux. Le combat, c'est contre un occupant, contre un occupé. Pourquoi par exemple, est-ce que c'était acceptable pour les Français qu'on libère la France à part la Bretagne? Que la Bretagne, bon, c'est plus en français. La Corse non plus. Non, mais c'est ça la question. Pourquoi ça marche pour d'autres et ça ne marche pas pour nous? Et quand je reviens sur la question que notre combat est contre un occupé, contre un occupant, parce que c'est ça, parce que c'est le mouvement sioniste que depuis plus que 100 ans, ils essayent de mettre le contexte religieux dans ce combat. Notre combat, c'est contre une force coloniale et on a tout à fait le droit de combattre cette colonisation. On a tout à fait le droit. Dans le droit international et dans d'autres conventions, c'est notre droit de résister à cette occupation. J'ai pris plus de temps que prévu. Je suis désolé. Merci beaucoup.